Pour ma part, je concentrerai principalement mes propos sur mes intérêts de recherche et qui portent surtout sur la question des femmes musulmanes et des communautés musulmanes depuis la crise des augmentements raisonnables jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'impression que nous sommes dans une continuité, que ce n'est pas un discours nouveau, c'est un discours qui a plutôt réactivé les mêmes termes que les débats autour des accommodements raisonnables, donc un réel clivage entre le eux et le nous. Et pour ma part, j'ai essayé plutôt de répondre à la question, donc, quels seraient les impacts sur le vivre ensemble. Et je commencerai mes propos par la question du soupçon. Je pense qu'un des principaux impacts qu'on pourrait noter, un impact principal serait la question du soupçon, c'est-à-dire on soupçonne l'autre. Il y a une catégorie de citoyens qui sont soupçonnés donc de ne pas correspondre à ce qu'on attend d'eux comme citoyens. Et cette charte révèle ce soupçon qui pointe une communauté en particulier, en réalité, puisque bien que la charte n'a pas été pensée par rapport aux signes religieux liés à la pratique de l'islam, mais le débat a révélé qu'on parlait principalement des femmes musulmanes et des musulmans. Et pas n'importe quelle femme musulmane, celle qui porte le foulard. Et pour ma part, quelqu'un m'a fait remarquer à juste titre qu'il serait plus pertinent de parler de femmes qui portent le foulard que de parler de femmes voilées, parce que ça sous-entend beaucoup de choses de dire femmes voilées. Et donc, que nous révèle ce soupçon? En fait, il nous révèle d'une part qu'il y a une catégorie de Québécois, je préfère vraiment parler de Québécois, qui n'ont pas suivi le lent mouvement de sécularisation et de modernisation dans lequel est entré le Québec. Et donc, ça serait des individus qui ne seraient pas tout à fait modernes. Et ce qu'on entend par moderne, ce n'est pas n'importe quelle forme de modernité, mais d'adhérer à certaines valeurs que voudrait porter une majorité et dont l'État serait porte-parole. Donc, effectivement, là, pour ma part, je vois un problème de relier des valeurs à un État, comme le disaient tout à l'heure, ont très bien dit les premières intervenantes, que d'une part, ça veut dire qu'un État doit se faire garant de valeurs qui seraient celles d'une majorité, et là aussi c'est problématique parce que d'une part on va homogénéiser des minorités, mais on le fait de la même manière de la majorité. Donc c'est une dialectique qui se fait entre minoritaire et majoritaire, mais qui en réalité sert des deux côtés à stigmatiser d'une part et d'une autre. Donc le soupçon serait à la faveur donc, d'une majorité qui serait elle peut-être porteuse des bonnes valeurs, et d'une minorité qui ne porterait pas ces bonnes valeurs. Et qui est l'autre? Donc l'autre, d'une part, n'est pas moderne, l'autre ne croit pas en l'égalité homme-femme, et c'est principalement sur cette question, ce n'est même pas seulement une égalité des genres, puisqu'au début on a commencé par une égalité homme-femme, ensuite il y a des mouvements de groupes LGBT, pro-charte, enfin il y a des deux côtés, pour les pro-charte et ceux qui seraient contre la charte, mais en tout cas, il y a des groupes LGBT qui se sont également mobilisés pour soutenir la charte, car elle serait non seulement garante des valeurs de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi, elle permettrait aussi de lutter contre l'homophobie. Alors, toujours dans un esprit d'altérisation, ça veut dire que l'autre, il serait potentiellement homophobe également. D'une part, donc il ne croirait pas en l'égalité entre les sexes, il serait potentiellement homophobe, et il ne pourrait pas non plus être complètement professionnel, puisque pour offrir un service, il faudrait aussi se départir donc de ces signes religieux. Ça démontre que le soupçon va également dans la capacité de ces individus de rendre un service adéquat. Et là, ça serait intéressant de voir les effets psychologiques en fait de ce soupçon, de porter un tel soupçon qui est finalement très chargé et à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit des valeurs personnelles, ou que ce soit dans des compétences professionnelles. Donc, et à mon sens, ça va au-delà du simple racisme ou de la simple discrimination. Le mot simple est à mettre entre guillemets, puisqu'il ne s'agira plus seulement de discriminer, par exemple, pour l'accessibilité à l'emploi. Déjà qu'il y a plusieurs recherches qui ont démontré que, et la Commission des droits de la personne l'a démontré à plusieurs reprises, qu'il y a une réelle discrimination faite sur des individus qui seraient d'une origine étrangère. Et là, il faudrait questionner ce que ça veut dire d'être d'une origine étrangère.
d'une part par leur nom, d'une part par leur physique, d'une part par leur appartenance religieuse. Et moi, la question que je voudrais soulever, c'est est-ce que réellement le soupçon va s'évanouir si on supprimait ces signes religieux qui semblent poser problème? Est-ce que ça va réellement s'arrêter là? Si on prend le cas de la France, puisqu'on assiste à une réelle circulation des discours France-Québec, on peut constater que ça ne s'est pas arrêté là. Puisque, et là je réfère à l'ouvrage tout récent, Islamophobie, où 2 chercheurs français ont démontré que même si, depuis la loi de 2004 en France, même si certains étaient rassurés que les jeunes filles, puisque c'était aussi pour la protéger des jeunes filles en France que la loi de 2004 qui interdisait le port des signes religieux à l'école notamment, pour aider les jeunes filles qui souffriraient de leur père ou de leur frère macho, ben ça n'a pas suffi, puisque récemment, par exemple cette année même, une jeune fille de 15 ans, si je ne me trompe pas, 15 ou 16 ans, a été isolée de sa classe, donc au lycée, parce qu'elle portait une jupe trop longue, et elle portait un bandana, mais en fait on voyait ses cheveux. Donc elle avait de longs cheveux. Mais elle avait une jupe trop longue. Et ça posait problème parce qu'on soupçonnait que ça pouvait représenter une tenue qui serait liée au voile, en tout cas qui ressemblerait à une tenue islamique. Et donc elle a été isolée dans une classe où les professeurs lui donnaient cours mais seuls. Donc d'une part elle a subi une forme de harcèlement psychologique. On lui demandait de ne pas trop côtoyer ses collègues pendant la récréation, ses camarades de classe. Et c'est une histoire vraie, c'est impressionnant comment ça peut aller très très loin. Et en fait, c'est le soupçon qui pose problème. Puisque si on pense que réellement, si réellement il y avait danger, en fait, prenons ça au sérieux, si réellement il y avait un danger pour les jeunes filles, ou réellement il y avait un danger d'un intégrisme religieux, est-ce que c'est réellement de cette manière, c'est cette façon qu'il faudrait procéder pour répondre à ce danger potentiel? Donc, à mon sens, voilà, c'est ce que je voudrais d'abord soumettre comme question. Comment peut-on penser le soupçon? Comment peut-on penser un vivre ensemble à travers ce soupçon? Et à travers, en se disant qu'une catégorie des citoyens vont devoir justifier, en fait, ils sont coupables avant même d'avoir commis quoi que ce soit, ils sont coupables par défaut et ce sera à eux de justifier qu'ils ne le sont pas. Donc c'est une logique contraire du droit où on est innocent jusqu'à preuve du contraire. D'une part. D'autre part, donc, il y a le soupçon d'être un islamiste aussi. En fait, il y a une réelle confusion, et il apparaît clairement dans le débat public, dans le débat social, une confusion entre une pratique religieuse islamique et l'islamisme. Je l'ai noté à plusieurs reprises. On fait souvent référence à chaque fois qu'il s'agit d'islam, et je pense que le mot islamisme porte atteinte, en fait. On devrait le changer. On ne devrait plus parler d'islamisme, on devrait parler d'idéologie wahhabite, on devrait utiliser d'autres termes pour distinguer clairement entre la catégorie religion, qui serait l'islam, et une idéologie politique. Lors d'un débat à l'Université de Montréal, où justement je présentais l'histoire de la laïcité, et quelqu'un qui m'a fait remarquer, il m'a dit oui, mais comment ça se fait qu'on pourrait admettre un voile ou un foulard alors si on voit ce qui se passe en Arabie Saoudite? Donc cet amalgame qui existe entre une pratique religieuse ancrée dans une société libérale en Amérique du Nord comme le Québec, sous un État démocratique, cette confusion d'une pratique religieuse dans un contexte X avec le cas de l'Arabie Saoudite. Et là on polarise complètement le débat, ce qui ne permet pas de comprendre toute la complexité de la pratique religieuse, ni de la contextualiser. Et d'autre part, ça démontre également que est-ce qu'il y a nécessité d'introduire dans le débat une forme d'éducation populaire sur des concepts qu'on utilise, par exemple l'islamisme, par exemple, est-ce qu'il faut rentrer dans des débats théologiques sur l'islam? Est-ce que c'est une question également que je me pose. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai vu apparaître quelquefois des références à des auteurs, à des philosophes qui viennent de la sphère musulmane, donc des pays, de certains pays musulmans, où on réalise qu'il y a un débat sur le foulard, sur le port du foulard, sur son sens. Quelle est sa justification? Est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Et j'ai réalisé en fait finalement que c'est un débat qui existe dans la théologie, enfin chez les savants musulmans depuis 14 siècles, c'est pas un débat nouveau, mais que
finalement, dans certains espaces, par exemple aujourd'hui au Québec, on réalise qu'il y a un débat sur la question du voile depuis 14 siècles. Comme si, et là je fais référence à certains auteurs du postcolonialisme, comme si de l'autre côté, l'autre ne se posait pas réellement ces questions, il n'a pas réfléchi sur lui-même ou sur sa pratique religieuse. Et ça me fait penser, enfin c'est pas quelque chose de nouveau, j'ai l'impression qu'on est dans des termes qui se rapprochent énormément de l'orientalisme, où non seulement on va homogénéiser les musulmans, d'une part, mais aussi on les fige dans un certain islam, mais c'est l'islam que nous regardons, nous d'ici, et en collant des étiquettes sur le E. Et pour finir, alors j'avais quelques questions en fait également à soumettre. C'est aujourd'hui comment le Québec se pense. Est-ce que nous sommes en train de nous penser comme société ou plutôt comme communauté? Ce besoin d'être une identité uniforme, homogène, ou ce refus de soi, puisque pour ma part on est dans un refus de soi au Québec, puisqu'on refuse l'expression d'une diversité qui ne serait pas folklorique, parce que souvent la diversité est bien perçue quand elle reste dans le folklore. Mais à partir du moment où elle s'inscrit dans une réalité et dans une temporalité qui s'inscrit dans celle de la société, donc qui évolue avec la société également, j'ai l'impression qu'on la refuse. Donc est-ce que ce n'est pas également un signe qu'on se pense beaucoup plus aujourd'hui, en tout cas dans le débat public et dans le débat politique, qu'on parle plutôt d'une communauté et non pas d'une société?